Alors, en fait, l'islam politiquement nous donne un imaginaire et un vocabulaire. D'abord parce que l'islam est porté par l'arabe, en premier lieu, mais également par toute une série de grandes langues qui sont des langues, on dirait aujourd'hui, transnationales, enfin, qui ne sont pas identifiées. Donc, par exemple, la langue turque, qui était extrêmement importante dans l'émergence de la pensée politique des sociétés dont nous parlons, mais la langue turque n'est pas le propre de la Turquie. Il est très largement parlé, par exemple, en Asie centrale. Le persan, qui a été une autre très grande source d'inspiration littéraire, mais aussi philosophique, théologique, etc. Donc il y a tout un vocabulaire qui est porté par, on va dire pour l'essentiel, ces trois grandes langues, l'arabe, le turc, le persan. Après, si vous allez dans d'autres sociétés, comme par exemple le Sénégal, bien entendu, le Wolof, par exemple, ou le Fulani peuvent porter des concepts ou des notions inscrites dans le champ et dans les institutions islamiques. Mais si on se cantonne à l'essentiel, nous avons donc tout un vocabulaire qui parle de l'État, du pouvoir, de la justice. Et bien entendu, ces notions, ces mots sont polysémiques. Il ne s'agit pas de dire qu'ils ont un sens précis, ils font toujours l'objet d'un travail énonciatif de la part des gens qui reçoivent ces catégories dans des contextes historiques particuliers. Et bien entendu, aujourd'hui, le djihad, dans sa polysémie, n'a pas les mêmes sens qu'il y a 10 siècles, par exemple. Donc il y a une espèce de vocabulaire, d'imaginaire dans le monde musulman qui se traduit également par une certaine culture matérielle, par éventuellement certaines techniques du corps, comme celle de la prière. Tout cela fait partie de l'islam en tant que religion universaliste et s'accommode de sociétés extrêmement différentes. Et on pourrait naturellement dire exactement la même chose du christianisme. Le christianisme, religion universaliste, charrie tout un vocabulaire, tout un panthéon littéraire ou théologique auquel vont se référer assez naturellement éventuellement des théoriciens du politique qui ne sont pas chrétiens, mais qui, pour comprendre la genèse de l'État moderne, vont se tourner vers saint Augustin, vers saint Thomas, etc. Donc, de ce point de vue, nous sommes, en islam, devant des choses qui sont extrêmement connues dans les sociétés dites chrétiennes. Et ces deux mondes ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, ne serait-ce que parce que ces deux mondes ont profondément échangé. Et que, par exemple, l'Occident a découvert son héritage grec, en partie à travers le filtre des grandes villes savantes du monde islamique. Nachipour, Bagdad, Damas, Le Caire, Cordoue, Tombouctou. Bon, les voies de transmission ont été beaucoup plus complexes que la ligne directe que suppose, qu'invente Hegel. Comme s'il y avait un lien naturel entre la raison des Grecs et les Lumières en Occident. Ça, c'est la vision hegelienne des choses, mais plus personne ne croit à cette conception historiciste des choses. Donc ça, c'est un premier point, l'islam comme stock de représentation, de vocabulaire et comme dimension imaginaire du politique. Après, il y a, on
pourrait dire un temps mondial, une séquence historique, que personnellement je définis à l'aune des 2 derniers siècles, on va dire à partir du début du 19e siècle, mais on sait bien que pour Hobsbawm, le début du 19e siècle s'amorce au fond à la fin du 18e, et ce 19e siècle ne se termine qu'en 1914. Ensuite, Hobsbawm parle d'un court 20e siècle qui, dans son esprit, s'arrête avec la chute de l'Union soviétique au début des années 1990. Et on serait aujourd'hui dans un autre millénaire, qui serait le millénaire de la globalisation. Sauf que pour moi, on ne peut comprendre la globalisation contemporaine que si l'on réfléchit à l'aune des 19e, 20e siècles, et au début de ce millénaire. Et cette séquence sur 2 siècles se caractérise par 3 phénomènes qui sont étroitement imbriqués. Le premier phénomène, c'est l'expansion du mode de production capitaliste à l'échelle mondiale. Et cette extension de l'économie capitaliste à l'échelle mondiale n'est au fond consommée qu'avec la conversion de la Chine aux réformes de Deng Xiaoping en 1978, par l'effondrement de l'Union soviétique, qui va adopter, à défaut de l'économie de marché, le capitalisme des oligarques, et puis le Vietnam, etc. Et aujourd'hui, on voit que Cuba est à peu près dans la même séquence. Donc vous avez un grand mouvement d'expansion du capitalisme à l'échelle mondiale. Deuxième élément, contrairement à la vulgate de la théorie des relations internationales, ce mouvement d'expansion du capitalisme passe par l'universalisation de l'État-nation. Et ça, on le voit très bien, par exemple, en 1848. 1848, c'est le triomphe du libre-échange, le triomphe de la civilisation matérielle du capitalisme, avec les grands chemins de fer, les câbles télégraphiques sous-marins, etc., etc. Mais c'est aussi le printemps des peuples. C'est aussi l'affirmation en Europe, et même au-delà, de l'idée nationale. Les 2 vont ensemble. En 1990, lorsque l'Union soviétique s'effondre, elle ne se dissout pas dans le marché. Elle donne naissance à un système d'État-nation régional sur la base des républiques soviétiques, qui elles-mêmes sont des espèces de républiques ou d'États, de républiques fédérées, qui se sont inventées dans le cadre de l'Empire soviétique. Et la troisième composante importante, c'est le développement du culturalisme comme idéologie de la globalisation. Et ça, c'est très mal compris par les gens. Les gens sont persuadés que la globalisation remet en cause notre identité religieuse ou notre identité nationale. Bon, les Français sont convaincus de ça. Ils vivent la globalisation sur un mode obsidional. La globalisation va détruire leur identité. Et on assimile la globalisation à l'américanisation, à la standardisation, etc. En fait, les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Et l'on voit comment les idéologies particularistes ou les consciences particularistes, comme l'ethnicité en Afrique, le communalisme en Inde, hindouiste versus musulman, le confessionnalisme au Liban, les régionalismes dans la France de la Troisième République sont des modes d'appropriation de l'État-nation dans un contexte d'expansion du capitalisme. Je vais en prendre un exemple trivial, parce que ce sont au fond des choses très simples que l'on peut voir de manière très concrète dans notre vie de tous les jours. Vous savez que les Français s'enorgueillissent de leurs 360 et quelques fromages, un par jour de l'année, et de leur cuisine de terroir. Tous ces produits de terroir, toute cette cuisine de terroir n'expriment pas la culture française intemporelle. Les Français, à l'époque de Louis XIV, ne mangeaient pas, par exemple, de camembert. Le camembert est un fromage qu'on nous qualifie
que l'on nous certifie authentique, au lait cru, avec des tas de tampons qui nous disent que c'est vraiment un camembert authentique. Mais le camembert est un produit du capitalisme qui naît dans la deuxième moitié du XIXe siècle, lorsque la ligne de chemin de fer Paris-Deauville permet aux producteurs, aux agriculteurs normands d'approvisionner en fromage les halles de Paris de manière beaucoup plus commode. Et donc, cette émergence de cuisine de terroir est en réalité le produit dérivé du capitalisme et de l'infrastructure du capitalisme en France, mais également de la centralisation de la République et de sa bureaucratisation. L'affirmation de cuisine de terroir est le pendant sympathique et savoureux du régionalisme politique ou culturel que, par exemple, un Frédéric Mistral a incarné en Provence. Je vous encourage à visiter le musée Frédéric Mistral à Aix-en-Provence, qui est un haut lieu de kitsch, parce que là, on a une Provence qui est une Provence complètement inventée, qui est un artefact, qui est l'expression d'une idéologie très moderne de la fin du XIXe siècle, qui n'a rien à voir avec la Provence telle qu'elle pouvait exister au XVIIe ou au Moyen-Âge. C'est toute cette thématique de l'invention de la tradition, sur laquelle ont écrit notamment Hobsbawm et Ranger, et l'affirmation du culturalisme, cette croyance dans le caractère atemporel des cultures ou des identités, est en réalité indissociable d'une part de l'État-nation, de l'universalisation de l'État-nation, et d'autre part de l'universalisation du capitalisme. Donc vous voyez, les deux derniers siècles ont été dominés par trois dynamiques: l'expansion du capitalisme, l'universalisation de l'État-nation à l'échelle du globe, et l'universalisation d'identités exclusives, d'ordre ethnique ou autre. Cette machine, que je qualifie de machine infernale, parce qu'elle a tué des dizaines de millions de personnes, cette machine infernale va faire éclater les empires qui dominent politiquement l'Europe et le Moyen-Orient. À tout seigneur, tout honneur, l'Empire ottoman, qui va des Balkans à l'Algérie, et quasiment oui, jusqu'à l'empire, un autre empire, l'empire Kadjar. L'empire Morol, qui s'effondre mais qui est remplacé par le Raj britannique. L'empire des Habsbourg. L'empire de la monarchie catholique, c'est-à-dire de l'Espagne, la branche espagnole des Habsbourg. L'empire portugais. Et puis de nouveaux empires qui sont les empires coloniaux. Et tout cela, bien entendu, vous avez des phases de chevauchement. Mais ce qui est extrêmement important, c'est de voir que, à partir du XIXe siècle, cette domination impériale, en même temps qu'elle s'étend, par exemple sous la forme coloniale, commence à se fissurer. Sous l'effet de cette machine infernale à trois facettes que j'ai évoquées. L'expansion du capitalisme qui va complètement transformer les données économiques et juridiques du problème, notamment en définissant de manière exclusive la propriété de la terre, par exemple, et donc en aiguisant la violence des conflits agraires. L'universalisation de ces idées, de ces consciences particularistes, qui vont complètement transformer les modes d'adhésion, les modes d'appartenance politique, et puis l'universalisation de l'État-nation qui va devenir un objectif, un horizon de revendication politique. Et l'Empire ottoman est tout à fait révélateur de ce grand basculement d'un monde d'empire à un monde d'État-nation, puisque l'Empire ottoman va être confronté
aux agressions d'autres empires, l'Empire russe, les empires coloniaux occidentaux, l'Empire des Habsbourg. Donc, l'Empire ottoman va perdre des provinces, va devoir accepter une double souveraineté sur certaines provinces, comme par exemple la Tunisie. L'Empire ottoman ne renonce pas à sa souveraineté sur la Tunisie ou sur l'Égypte, mais dans les faits, ces deux provinces ottomanes sont occupées par les Français et les Anglais. L'Empire ottoman va devoir accepter la souveraineté, de partager sa souveraineté sur la Bosnie-Herzégovine avec l'Empire des Habsbourg à partir du début du XXe siècle, etc. etc. Et dans le sein même de l'Empire va se développer un nationalisme culturel qui va se revendiquer d'une culture nationale, qui est un artefact, qui est un pur produit d'une invention politique, d'une ingénierie politique. Donc les Roumains, les Bulgares, les Serbes vont s'imaginer dépositaires d'une culture nationale et d'une identité nationale intemporelle. Les Roumains, par exemple, vont se définir comme les héritiers des Daces, qui ont reçu la langue romaine, le latin, comme don de Dieu, en quelque sorte. Donc ils vont s'inventer comme un peuple latin. Il va y avoir tout ce formidable travail d'invention. Ce qui est important, c'est de bien voir que cette idée nationale, elle naît à l'intérieur des empires. Vous n'avez pas, si vous voulez, une nation qui va être recouverte à un moment donné par l'empire, et puis l'empire va s'effondrer, et la nation va revenir, va faire résurgence. Non, la nation, elle est inventée au sein des empires. L'histoire des empires coloniaux le montre abondamment. L'idée nationale en Côte d'Ivoire, en Angola, au Cameroun, est une idée qui naît de l'Empire, qui naît à l'intérieur de l'Empire colonial. Au point d'ailleurs que Chatterjee, un historien indien, considère que le nationalisme est la reproduction de l'hégémonie coloniale. Donc le nationalisme a des origines coloniales également dans les pays qui ont été concernés par la colonisation. Alors, que s'est-il exactement passé? Eh bien, au fur et à mesure que les empires s'effondraient, ces empires qui gouvernaient la diversité, dans l'Empire ottoman, vous n'aviez pas de... L'Empire ottoman n'était pas à proprement parler un empire islamique. L'Empire ottoman gouvernait beaucoup à travers... Excusez-moi, je vais... Oui, j'ai éternué. Je m'en prie. On reprend. Oui. J'ai essayé de lutter, mais ça ne sert pas à grand-chose. L'Empire ottoman gouvernait très largement à travers l'Église orthodoxe, notamment dans les Balkans. L'Église orthodoxe, quoi qu'on pense les Grecs ou les nationalistes balkaniques aujourd'hui, l'Église orthodoxe a été une grande bénéficiaire de l'Empire ottoman. Et d'ailleurs, les orthodoxes ont accueilli comme des libérateurs les Ottomans lorsqu'ils étaient soumis au joug latin, c'est-à-dire à l'occupation de Venise, qui persécutait les orthodoxes et leur extorquait des impôts. Donc l'Empire ottoman, qui était un empire très habile politiquement, la première mesure que faisait l'Empire ottoman, c'était d'alléger la fiscalité. Donc les Ottomans ont été accueillis comme des triomphateurs dans la plupart des îles grecques qui étaient sous souveraineté vénitienne avant les grandes victoires du XVe siècle. Donc les empires gouvernent la diversité et par la diversité, et sur un mode indirect. Les États-nations et les nationalismes vont prétendre instaurer l'unité et vont avoir de la citoyenneté une conception exclusive. Et le marqueur, le critère d'appartenance à la nation, dans le contexte de cette invention d'une culture nationale, va souvent être religieux. Par exemple, les Serbes vont faire de l'Église orthodoxe la matrice de leur nationalisme. Et si vous êtes serbe et musulman, vous êtes prié soit de vous laisser massacrer, soit de vous réfugier dans ce qui reste de l'Empire ottoman.
Les Bulgares ont procédé exactement de la même manière. Les Russes eux-mêmes, quand ils ont conquis le Caucase, ont chassé des millions de réfugiés, de Mohenjir, qui sont réfugiés dans l'Empire ottoman. Donc l'Empire ottoman a été, et l'ensemble des Balkans, ont été littéralement dévastés par ces politiques que l'on qualifiera ultérieurement de purification ethnique. Et lorsque finalement l'Empire ottoman, d'abord il faut rappeler que l'Empire ottoman est mort d'une défaite militaire. Il n'est pas mort de l'intérieur. Il y avait des tensions, il a pu perdre par exemple la Grèce ou la Serbie à la suite d'un soulèvement, mais en 1918, l'Empire ottoman meurt d'une défaite militaire. On a beaucoup glosé sur le nationalisme arabe, mais beaucoup de Syriens, par exemple, ont combattu auprès de Mustafa Kemal parce qu'ils voulaient, ils n'avaient aucune idée nationale syrienne. Et c'est Mustafa Kemal qui leur a dit « rentrez chez vous, nous on est turcs et on ne veut pas... les contours de la Turquie correspondront à l'armistice de Mudros, et vous n'avez rien à faire ici. » Donc il y a ce point de basculement extraordinairement conflictuel dans un contexte de Première Guerre mondiale, dont la quintessence horrible sera le génocide des Arméniens. Parce que les nationalistes turcs, donc les promoteurs de cette idée nationale turque, qui n'apparaît que très tardivement, grosso modo autour de 1905, à la faveur d'un article publié au Caire, par un intellectuel effectivement turcophone. Mais beaucoup de théoriciens du nationalisme turc seront en réalité des sujets kadjars qui viennent de l'Azerbaïdjan kadjar, iranien on dirait aujourd'hui, et qui, au moins pour l'un d'entre eux, expliquaient à la fin du XIXe siècle, dans une revue parisienne, ce que c'était que d'être iranien, ce que c'était que d'être persan. Donc nous sommes vraiment dans un monde d'artefacts. Mais lorsque survient la Première Guerre mondiale, les nationalistes turcs, effectivement, le dos au mur, vont prendre cette décision effrayante de liquider purement et simplement les Arméniens. Essentiellement d'ailleurs parce qu'ils ne peuvent pas faire un échange de population. Les Grecs, dès 1913, ils ont commencé à les renvoyer en Grèce. Il y a eu de premiers échanges de population avec la Grèce parce que, évidemment, on les massacrait un petit peu pour les contraindre à partir, mais on n'avait pas à les exterminer parce qu'ils pouvaient se réfugier, on pouvait les expulser dans un autre pays. Les Arméniens posaient problème parce qu'il n'y avait pas d'Arménie. Il n'y avait pas de royaume d'Arménie ou de république d'Arménie, et les Russes ne voulaient pas en entendre parler. Donc la solution qui a été adoptée a été de les liquider. Mais dans son horreur absolue, le génocide des Arméniens n'est que la quintessence d'une politique qui va systématiquement être mise en œuvre par la quasi-totalité des États de la région. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce que l'islam est une religion universaliste qui peut parfaitement composer au moins avec les autres religions du Liban. Alors peut-être sur un mode discriminant, notamment sur le plan fiscal, où effectivement l'Empire ottoman ne reconnaissait pas à ses sujets musulmans, ne reconnaissait pas à ses sujets chrétiens les mêmes droits qu'à ses sujets musulmans. Donc il ne s'agit pas de magnifier ou d'embellir la réalité de l'Empire, et rien ne serait plus anachronique que de considérer que les empires étaient tolérants. Il ne s'agissait pas du tout de tolérance, c'était une domination indirecte qui reposait sur la gestion de la diversité. Alors que les États-nations vont procéder par une unification politique, centralisation, culturelle, imposition d'une langue, imposition d'une culture supposée être nationale, religieuse, et ces États-nations vont définir la citoyenneté sur un mode ethno-confessionnel. Vous êtes d'ethnie bulgare et vous êtes orthodoxe. Et là, évidemment, le problème, ce sont les Bulgares, c'est-à-dire les gens qui vivent en Bulgarie, qui sont éventuellement bulgarophones mais musulmans, les Pomaks, ou qui sont turcophones, et qu'on n'a pas réussi à jeter dehors.
Et si vous regardez la totalité des pays de ce que l'on va appeler la Méditerranée orientale, Balkans compris, Caucase, Asie mineure, Levant, le Proche-Orient, et même l'Afrique du Nord, vous allez retrouver cette logique de définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté sur un mode, enfin par le biais, par la mise en œuvre de politiques de purification ethnique. Alors ça peut être une purification ethnique au sens le plus absolu et le plus effrayant, le génocide des Arméniens, mais également le génocide des Yézidis, dont on ne parle pas, parce qu'il était occulté par le génocide des Arméniens. Ça peut être la purification ethnique telle qu'elle sera encore largement pratiquée dans les années 1990 en Yougoslavie, notamment en Bosnie-Herzégovine, au détriment des musulmans. Ça peut être la purification culturelle, par assimilation, par exemple assimilation, turquification des Kurdes, assimilation des Berbères, auxquels on va dénier en Algérie, mais également au Maroc de manière plus ambiguë, toute reconnaissance culturelle. Donc on va les occulter d'une manière ou d'une autre. Ça peut être l'expulsion des pieds noirs, ou la fuite des pieds noirs, parce qu'ils sentaient très bien que, et parce que l'OAS elle-même a mis en œuvre cette politique de définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté. Ça peut être la purification ethnique telle que l'a pratiquée la Palestine, Israël en Palestine. Ça peut être la purification ethnique par aspiration, c'est-à-dire l'appel des Juifs marocains par Israël, dans un contexte assez ambigu, parce que le royaume du Maroc était sans doute aussi assez content de les voir partir. Donc il y a eu une très grande ambiguïté dans cette histoire. Mais n'oublions pas qu'Israël a lui-même appelé les Juifs et a participé à cette opération, à cette purification ethnique de la Méditerranée. Donc là, on a la mise en œuvre de politiques plus ou moins brutales de définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté que l'on retrouve aujourd'hui dans la Turquie laïque. Si vous êtes turc, sunnite, turcophone d'origine, et au moins, maintenant les choses sont un peu plus compliquées avec Erdogan, mais au moins jusqu'à la fin des années 90, laïque culturellement, vous étiez beaucoup plus turc que si vous étiez par exemple sunnite, il faut ajouter sunnite de rite hanéfite. Donc si vous avez tous ces critères, vous êtes plus turc que si vous êtes sunnite par exemple de rite shafi, kurdophone, ou si vous êtes alévi, et a fortiori si vous êtes juif ou chrétien. Et d'ailleurs, la République turque met en œuvre toute une série de mesures discriminatoires très discrètes à l'encontre des minoritaires juifs ou chrétiens. Par exemple, les numéros de passeport ne sont pas les mêmes. Donc, quand un Turc juif ou chrétien arrive à l'aéroport Atatürk, le policier sait immédiatement par la série, par le numéro de série du passeport, que le monsieur en face de lui est certes turc, mais turc juif ou turc chrétien. Et les juifs et les turcs n'ont aucune chance dans l'administration ou dans l'armée. En tout cas, dans l'armée, à des rangs de commandement. D'ailleurs, ils sont porteurs, sur la gourmette militaire enfin, que chaque soldat porte, il y a une lettre particulière qui indique qu'ils ne sont pas musulmans, officiellement pour leur garantir des funérailles correspondant à leur confession religieuse. Mais bon, les choses sont quand même un petit peu plus compliquées que cela. Et quand vous êtes un conscrit arménien, vous n'êtes pas exactement le même conscrit que quand vous êtes un conscrit musulman. Donc, et là, l'islam n'a rien à voir avec, parce que tous les pays
qu'ils soient d'obédience ethno-confessionnelle orthodoxe, juive, dans le cas d'Israël, ou musulmane, mettent en œuvre cette définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté. Donc là, nous avons véritablement, comme fait signifiant, ce passage d'un monde d'empire à un monde d'État-nation, dont l'ingénierie a été la purification ethnique et la mise en œuvre d'une définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté. Et ce qui se passe aujourd'hui en Syrie et en Irak est la parfaite illustration de cette logique. Vous savez que les Britanniques ont inscrit, lorsqu'ils ont pris le contrôle du mandat de ce qu'on allait appeler l'Irak, au lendemain de la Première Guerre mondiale, ont discriminé les Irakiens en 3 catégories: les sunnites, les chiites et les gens d'origine iranienne. La domination britannique a outrancièrement favorisé la minorité sunnite, notamment parce que les chiites étaient suspectés d'être féodés à l'Iran, et surtout avaient été l'âme de la grande révolte contre l'occupation britannique au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le parti bas, la monarchie et ensuite le parti basse vont reproduire cette domination sunnite au détriment de la majorité chiite, avec des mesures de plus en plus violentes, notamment sous le commandement, sous la direction de Saddam Hussein. Lorsque les Américains interviennent en 2003, ils renversent le régime bassiste et ils marginalisent les élites, et notamment les élites militaires du Baas. Un Baas qui, tout au long des années 90, avait eu tendance à s'islamiser, à refonder sa légitimité en appelant à l'islam. Bon, donc il y a eu une espèce d'islamisation du régime de Saddam Hussein. Tant et si bien que, dans le contexte de l'occupation américaine, après 2003, la réconciliation ou le rapprochement entre Al-Qaïda et les bassistes déclassés et marginalisés par l'arrivée au pouvoir de l'élite politique chiite a été assez naturel, a été assez commode. Et aujourd'hui, Daesh est vraisemblablement moins l'expression de l'islam que la revanche des élites bassistes sunnites, dont on sait très bien qu'elles ont fait l'ingénierie militaire et policière de Daesh. Et on retrouve un petit peu la même logique en Syrie, où le régime est très largement dominé par une assabiya alawite, qui bien entendu a coopté des chrétiens et des sunnites, mais il y a bien entendu cette subordination, voire cette marginalisation de toute une partie de la population sunnite, notamment quand elle se reconnaît plus ou moins dans la sensibilité des frères musulmans. Et les frères musulmans ont déjà été très violemment réprimés dans les années 1980 par Assad père, et dans le contexte postérieur au soulèvement de 2011, cet antagonisme s'est à nouveau cristallisé entre le régime Assad et les frères musulmans. Et de ce fait, au fur et à mesure que la répression s'est exacerbée, que la guerre civile s'est installée, une partie des élites sunnites du régime Assad s'en est désolidarisée et a rejoint Daesh. Donc aujourd'hui, Daesh a au moins 3 composantes. Une composante irakienne, bassiste ou djihadiste, une composante syrienne, bassiste et djihadiste. La 3e composante, ce sont les djihadistes occidentaux, qui à mon avis n'ont pas grand-chose à voir avec Daesh. Ils sont utilisés par Daesh, ils s'identifient à Daesh, mais je ne suis pas certain, et d'ailleurs on voit très bien qu'ils sont maintenus à des positions souvent très subalternes. On n'y voit pas tenir le pouvoir au sein de Daesh. Le pouvoir au sein de Daesh est tenu essentiellement par des Irakiens, voire des Syriens, mais pas par des gens belges ou parisiennes, ou parisiens. Bon,
Donc vous avez au moins trois Daesh. Mais ce qui est mis en œuvre par Daesh, c'est une définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté, par l'élimination des yézidis, et par soumission des gens du livre, qui sont évidemment assujettis à une pression fiscale, militaire, en matière de mœurs également extrêmement violente. Mais la logique est une logique ethno-confessionnelle. Et de ce point de vue, Daesh est le pur héritier de ce moment historique du passage d'un monde d'empire à un monde d'État-nation. Et ce qui se passe avec le flux des réfugiés n'est que la conséquence de ce processus. Et aujourd'hui, l'Europe est tétanisée par ce flux de réfugiés sans voir qu'elle-même est née d'épisodes de ce genre. D'abord, bien entendu, les grands échanges de population de la Première Guerre mondiale, en particulier en Grèce. Une des raisons pour lesquelles les Grecs sont si généreux et ouverts par rapport aux réfugiés syriens ou afghans, c'est que c'est leur histoire. Ils savent très bien qu'ils sont nés de cette histoire. Et l'afflux de réfugiés a été absolument énorme au lendemain de la Première Guerre mondiale. De la même manière, Angela Merkel ne peut pas oublier qu'une large partie des familles allemandes aujourd'hui sont des familles nées de ce processus. N'oublions pas que, à la demande du très démocratique gouvernement Beneš en Tchécoslovaquie, les Alliés ont accepté l'expulsion coercitive des Allemands d'Europe centrale, donc de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Roumanie, de Pologne, etc., qui étaient des Allemands qui vivaient dans ces pays depuis des siècles, pour certains d'entre eux. Et on leur a fait porter le poids de la responsabilité collective, de la culpabilité collective du nazisme, sur une base strictement ethnique ou ethno-linguistique. Ils étaient germanophones, ils devaient partir. Et l'Allemagne aujourd'hui est née, l'Allemagne contemporaine, est née de ce déplacement de population, de ce flux de réfugiés qui a été épouvantable, dont les Européens n'ont pas conscience de la violence extrême, avec souvent d'ailleurs la réutilisation des gardiens des camps de concentration allemands, qui étaient souvent des Tchèques, ou qui étaient des gens qui ont été utilisés par Capot, et que les États ayant recouvré leur indépendance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont réutilisé pour surveiller et expulser, et souvent violer, les Allemands. Donc, cette histoire de réfugiés que nous vivons est une histoire beaucoup plus longue et beaucoup plus complexe que ce que les Européens veulent bien admettre dans leur petit provincialisme confortable. Istanbul elle-même, qui aujourd'hui est submergée par les réfugiés, Istanbul a été une des grandes villes de passage des Juifs cherchant à rejoindre Israël au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et même pendant toute la Seconde Guerre mondiale, l'agence juive, de manière clandestine, à Istanbul, a essayé d'exfiltrer d'Europe, dans des conditions très difficiles, des Juifs pour les transplanter en Palestine, en dépit du mauvais vouloir de l'administration britannique et bien entendu de la résistance palestinienne. Donc Istanbul, pendant la Seconde Guerre mondiale et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a déjà été une très grande ville de réfugiés. Sans compter les millions de réfugiés qui ont submergé Istanbul en 1918, et dont les principaux étaient les Russes fuyant la révolution de 1917.
Donc toute cette histoire qui pour nous est une histoire tout à fait inédite, quelque chose comme ça qui nous arrive, en réalité n'est que la continuation d'une histoire qui s'est nouée, on va dire, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec les grandes guerres balkaniques et du Caucase, et l'expulsion massive de musulmans ottomans, ou de musulmans caucasiens qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'Empire ottoman, qui se sont réfugiés dans ce qui restait de l'Empire ottoman, et puis bien entendu toutes les guerres balkaniques épouvantables du début du XXe siècle, guerre de Macédoine, guerre balkanique de 1912 à 1913, génocide des Arméniens en 1915, échange des populations en 1922 entre la Grèce et la Turquie, qui avait précédé un échange de populations entre la Bulgarie et la Grèce dès 1919. La Shoah, l'extermination des Juifs, qui s'inscrit grosso modo dans cette même histoire et qui est la résultante de l'affrontement de deux empires, l'empire nazi et l'empire stalinien. Vous savez que l'essentiel des morts juifs ont été massacrés dans ces confins qui ont été occupés à plusieurs reprises, tantôt par l'Allemagne, tantôt par la Russie, enfin par l'Union soviétique. Toutes les guerres de purification ethnique des années 1990 en Yougoslavie, le processus d'expulsion des Bulgares turcophones dans les années 1980 et jusqu'à la chute du mur de Berlin. Donc toute cette histoire de la Méditerranée orientale est une histoire de purification ethnique. Et le véritable dénominateur commun de la région, c'est ce passage de l'Empire à l'État-nation et des purifications ethniques qui l'ont accompagné. Et là, vous retrouvez aussi bien des définitions ethno-confessionnelles de type islamique que des définitions ethno-confessionnelles de type, par exemple, chrétien. N'oublions pas que la Grèce n'est toujours pas capable de construire une mosquée à Athènes, et que la Grèce a imposé la mention de la religion sur la carte d'identité jusqu'à ces dernières années, où elle a dû abandonner sous la pression de l'Union européenne. Et de la même manière, on voit très bien comment aujourd'hui Israël judéifie encore plus sa citoyenneté, puisque la politique du gouvernement actuel est de renforcer le caractère juif d'Israël, qui certes est un État juif, mais qui reconnaît sa minorité arabe. Et par ailleurs, l'appartenance religieuse n'a rien à voir avec ce que l'on appelle l'ethnicité. Vous pouvez, nombre de Palestiniens sont chrétiens, ils sont arabes, sauf à considérer qu'en réalité ce sont des juifs qui se sont convertis à l'islam, ce qui est un peu la thèse de Chomlosande. Au fond, les Juifs n'ont absolument pas quitté la Palestine en 70, c'est un mythe historique, que rien ne vient corroborer sur le plan historique. D'ailleurs, le Talmud a été écrit très largement en Palestine après 70, et si les Juifs ont disparu de Palestine, ceux qui sont convertis à l'islam au moment de la conquête musulmane, soit par conviction, soit par intérêt politique ou commercial. Bon. Mais toujours est-il que les Arabes sont peut-être des Juifs, et en tout cas, on peut être palestinien et chrétien. Une bonne part d'ailleurs du Fatah avait été créée par des chrétiens, de même d'ailleurs que le Baas a été créé par un Syrien chrétien. Donc le terme arabo-musulman, dont on qualifie parfois la région, est un monstre sémiologique qui est inacceptable sur le plan politique et sur le plan philosophique. Parce que si vous dites arabo-musulman, vous considérez que tous les Arabes sont musulmans, ce qu'il faut. Donc vous discriminez les Arabes qui ne sont pas musulmans. Et si vous considérez que tous les musulmans sont arabes, vous discriminez les Kurdes, les Berbères et d'autres
nations, d'autres peuples, d'autres fragments de nations qui se reconnaissent dans l'islam, mais qui ethniquement et linguistiquement ne sont pas arabes. Je mentionne cet exemple parce que l'on voit à quel point nous sommes prisonniers de cet imaginaire ethno-confessionnel, y compris dans une république qui se veut universaliste comme la République française.